Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je refais la vidéo que j'avais déjà fait une fois parce qu'en fait, il y a eu quelques, non pas erreurs, mais quelques informations que j'ai loupées, qui me semblaient importantes de refaire. Donc en fait, j'avais complètement oublié de relire de lire tout court le texte concernant les hôpitaux généraux, enfin l'hôpital général. Donc je refais la vidéo pour vous parler des informations en plus. Et voilà. Donc il n'y a pas de vidéo concernant la sixième dia, vu qu'en gros le texte et la dia sont très clairs. Ça parle d'eux-mêmes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais personnellement, j'ai mis très peu d'attention à cette dia et j'ai tout de même compris ce qui s'y passait. À moins que je loupe un truc, voilà. Le texte en lui-même est très simple et la dia l'est aussi. Du coup, ça ne me semblait pas nécessaire de faire une vidéo sur le sixième. Donc voici du coup la septième dia qui marque la fin du XVIIe siècle, donc de la première partie si j'ose dire, donc du Moyen-Âge au XVIIe siècle. Vous pourrez du coup trouver, suite à cela, le vocabulaire et les personnages que je trouve importants, donc qui sont répartis dans un document que vous pourrez trouver du coup dans ce dossier-ci, donc Moyen-Âge, XVIIe siècle que je vous ai partagé. Et du coup, il y a vocabulaire et personnages que je trouve importants. Voilà, comme ça, en même temps que votre étude, vous pourrez vous référer à ça si vous avez des questions. Voilà, en plus. Donc, premier thème important, la famille. Alors, ce sont des thèmes qu'on a déjà évoqués auparavant. On parle ici donc des textes de Badinter. La structure familiale est toujours celle de la société traditionnelle qui est conclue sur l'organisation patriarcale. Donc le patriarcat, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de famille fondée sur la parenté par les mâles et l'autorité pondérante du père. Donc le père domine tout. Et il y a du coup l'opposé du matriarcat. Cette notion est un lien du coup avec l'analogie du pasteur et du troupeau qu'on a vu dans le texte de Badinter justement à la Diade 2. L'amour n'est pas encore un sentiment habituel au sein de la famille, il n'est pas encore constitutif du lien familial. Ce qui changera par la suite, on y viendra plus tard. L'Église intervient dans la famille en tâchant de se substituer du pouvoir du père de famille. Donc, l'Église se dit, oula, le père il a pas trop de pouvoir, on va régler les trucs. Faut savoir que le père avait le droit de mort sur l'enfant. Et l'Église ne trouve pas ça terrible, et du coup, ils essaient de protéger l'enfant en faisant croire que c'est un cadeau de Dieu. Donc le père ne peut pas tuer le cadeau de Dieu, il s'attirerait les foudres de Dieu dans ce cas-là. Et du coup, l'Église fait que le mariage devient un sacrement même contre la volonté du père. Il n'y a pas besoin de l'accord du père, il n'y a juste besoin que d'un prêtre et deux personnes qui vont se marier du coup. Le pouvoir royal, donc l'État, intervient aussi dans la famille. Donc, dans un autre sens que l'Église, il légifère en matière de droit de la famille et renforce l'autorité du père de la famille par plusieurs lois. Donc, l'Église essaie de réduire l'autorité du père, et l'État, quant à lui, essaie d'augmenter l'autorité du père. Cela dit, il effectue plusieurs lois contre l'infanticide. Donc on ne peut plus tuer ses enfants, le père n'a plus le droit de mort sur ses enfants. Les enfants qui se marient contre la volonté du père sont déshérités. Enfin, du père, des parents, il est écrit, mais le père, comme le père domine, c'est principalement lui qui choisit, même si la mère a effectivement de l'influence sur l'enfant également. Mais qu'est-ce qui se passe du coup en plus d'être déshérité? Si tu te maries sans le consentement de tes parents, c'est considéré comme un rapt. Et il y a une peine de mort pour le rapteur, donc la personne qui effectue le rapt. Qu'est-ce que c'est qu'un rapt? Le rapt, c'est un enlèvement illégal de personnes, comme notifié ici. Donc, t'es considéré comme un kidnappeur, du coup, si tu te maries sans le consentement de tes parents, et du coup, tu as une peine de mort, donc t'as pas intérêt à faire le coup. Il y a du coup à cette époque des lettres de cachet, donc ce sont des enfants des classes populaires maltraitant leurs parents, ou libertins qui sont enfermés définitivement. Donc il y a uniquement le droit de grâce du seul ressort de l'État qui peut décider que s'il est enfermé ou pas. Dans ces cas-là, les parents, principalement le père, n'a plus aucun droit sur son enfant. Donc il est enfermé, il est retiré aux parents, et les parents n'ont plus rien à dire. À notifier aussi que dans les écrits, il est dit que la maltraitance, ça peut être le fait d'avoir la flemme. Genre, moi, j'ai pas trop envie de m'occuper de mes parents aujourd'hui, j'ai envie de vagabonder. Paf, tu peux être enfermé pour ça. Et la libertinité, du coup, libertins, n'ont pas besoin forcément de preuves réelles. Donc tu peux dire, mon enfant est libertin, on va faire ok, et on va l'enfermer. Du coup, t'as plus de droit dessus, c'est con, mais il n'y a pas besoin réel de preuves, comme très grave.
L'État soutient l'ordre de la structure de la famille, ils sont garants de l'ordre de la structure de la société, et interviennent plus dans la famille. Suite à cela, du coup, la place et les statuts de l'enfant. À partir du XIVe siècle apparaissent les représentations d'enfants. Donc Putti qui est un enfant mort et qui est aussi, quand on regarde vocabulaire, où est Putti ou Puto? Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même. Je me suis, soit il est confondu, soit ça a confondu, mais Putti est un enfant mort, pour vous notifier. Et du coup, il y a des images, des peintures d'enfants morts à l'époque. C'est au XVIe siècle qu'apparaît un nouveau sentiment de l'enfance, le mignotage. Cette attitude apparaît dans les couches supérieures de la société. Alors qu'est-ce que le mignotage? On en a parlé auparavant. Le mignotage, je ne l'ai pas mis, let's go. Ah si, mignotage, donc c'est un sentiment d'amusement que peut ressentir une femme envers l'enfant qu'elle s'occupe. Donc ça ne diffère pas de l'amusement qu'on pourrait avoir d'un petit chiot. Donc l'enfant pleure, je pleure, ou l'enfant rigole, je rigole, l'enfant tombe, ça me fait rire, l'enfant fait des bêtises, ça me fait rire, je me moque de lui. Voilà, c'est ça le mignotage. Donc on s'amuse de l'enfant, mais l'enfant n'est pas forcément considéré comme un être à part entière. C'est plus un petit singe que vous pourrez trouver, un petit jouet, et il vous fait rire, c'est tout. C'est ça le mignotage. Du coup, cette attitude de les couches supérieures de la société, elle apparaît. Elle va aussi disparaître petit à petit de les couches supérieures, mais restera de les couches inférieures. Et Montaigne, donc le texte d'Ariès à la Dia 4, réagit contre ce sentiment. Il se dit qu'il y a des petits soucis. Au XVIIe siècle, les moralistes et les religieux poussent à la séparation du monde des adultes et du monde des enfants. Adultes et enfants étaient totalement confondus et assemblés ensemble à l'époque, ce qui faisait que les enfants n'avaient pas vraiment d'enfance, c'était directement des adultes, ou des adultes miniatures. Les moralistes, à l'extérieur de la famille, développent un intérêt psychologique et un souci moral par rapport à l'enfant. Il s'agit d'élever un enfant, jugé fragile, en le préservant du relâchement des mœurs. Donc Rousseau, selon le texte de Snyders, qui est ce document-ci, si j'arrive à le retrouver, paf, c'est ce document-là, qui est... non, celui-là, pardon. Il faut regarder ce document-là pour comprendre ce qui est écrit, et c'est écrit plus loin. Donc, l'école. Les petites écoles se développent fortement au cours des XVIe et XVIIe siècles. À l'initiative de la Réforme puis de la Contre-Réforme de Luther, le but est l'enrôlement des enfants. La matière religieuse occupe donc la majeure partie du cursus. Quand on dit enrôlement, ça veut dire qu'on veut que les enfants fassent partie du groupe. On leur donne un rôle dans le groupe, donc un rôle dans la religion. Ce qui veut dire que on va un peu du coup les... que je réfléchisse... On va formater l'enfant pour qu'il devienne comme les autres. Les collèges, quant à eux, se développent au XVIe et surtout au XVIIe siècle à l'initiative des ordres religieux comme les jésuites. Les jésuites, on en a parlé auparavant si je ne me trompe pas. Et on couvre au départ une population très large en nombre, en âge et en diversité d'origine sociale. Outre l'instruction, le but est l'éducation morale dans un cadre séparé de tentation du monde. Donc, ils ne savent pas à quoi on leur donne accès, et on les met dans un univers mental totalement créé pour ne pas qu'ils se doutent des tentations du monde extérieur. Il y a des séparations en classes d'âge qui se fera progressivement, donc un peu comme on fait actuellement. Les écoles protestantes et les écoles catholiques vont ouvrir pour montrer l'influence de l'Église. Il y aura cependant une répartition géographique des territoires d'école. Les structures institutionnelles ont parfois un objectif plus grand que cela, c'est de formater les enfants à un système de pensée bien défini, comme je vous l'ai dit. Il faut élever les enfants qui sont fragiles mentalement et facilement corruptibles. Tout ça à l'aide d'internats, de lectures bien précises qui vont ne pas créer un vice chez l'enfant. Donc, l'enfant dort religion, mange religion, lit religion et instruit religion. Il n'a pas aucune autre tentation qui peut le faire penser autrement. Donc il est vraiment formaté dans ce mode de pensée-là. Suite à cela, du coup, on voit plusieurs images qui montrent les écoles de l'époque. L'éducation est influencée par l'environnement historique et culturel, ainsi que par les théories explicites ou implicites, qui motivent les éducateurs, donc parents, professeurs, etc. Selon l'historien Paul Veyne, il est exceptionnel dans l'histoire que l'éducation prépare à l'enfant à la vie, soit une image de la société en réduction ou en germe. Le plus souvent, l'histoire de l'éducation est celle des idées que l'on s'est faites sur l'enfance et ne s'explique pas par la fonction sociale de l'éducation. L'enfance est un âge que l'on déguise pour embellir et lui faire incarner une vision idéale de l'humanité. Ça, c'est ce que lui dit.
La famille, enfance, marginalité au XVIIe siècle. Et là, on va parler d'un thème très important et qui m'a fait refaire la vidéo du coup. C'est celui de la pauvreté et de l'exclusion. Et là, je vous conseille vivement de lire le texte, en plus le texte du portefeuille de documents, en plus de ce qu'il y a écrit dans les dias et dans les notes de cours, mais en voyant que le texte est quand même plutôt long. Alors, on dit 18 à 26, il faut bien savoir que entre chaque texte, il y a une page blanche. Du coup, il n'y a pas autant de feuilles qu'on ne le croit. J'ai décidé, pour m'aider moi aussi, pour vous aider vous, de faire un résumé de ce texte en 3 pages, en essayant d'écrire les informations qui me semblent les plus importantes pour comprendre, ainsi que de résumer certains textes ou certains paragraphes en quelques lignes. Alors c'est plus long que prévu, et je note du coup, en gros ça veut dire ceci, en gros ça veut dire cela. Donc lisez le texte, ou alors lisez ceci, j'ai repris des fois mot pour mot ce qui était écrit dans le texte, il est très clair et très concis, et liez ça avec les notes de cours pour bien comprendre ce qui se passe, mais je vais essayer de vous faire encore un résumé en plus, en lisant les notes comme ceci. Donc comme Michel Foucault l'a démontré dans le texte, en France, en 1656, un décret du roi, donc le roi à l'époque, c'est Louis XIV, si je dis pas de bêtises, Louis XIII ou Louis XIV, qui fonde à Paris un hôpital général qui accueillera sur base volontaire ou obligée, surtout obligée, tous les marginaux de la place. Alors les marginaux, ça veut dire les personnes qui ne font pas partie de la marge, donc les personnes exclues de la société. Les marginaux sont enfermés de manière indifférenciée, donc toutes les populations, tous les genres, tous les sexes, tous les âges, mêlés dans les hôpitaux généraux. En 20 ans, cet enfermement va se généraliser à toutes les grandes villes en France. Ce phénomène a lieu à peu près au même moment dans toute l'Europe. Ça a commencé du coup, on regarde dans le texte, le principe de l'enfermement a commencé en Angleterre, dans les années 1500, et ensuite ça a apparu en Europe, dans la création des maisons de correction, qui dit comme ceci: je ne veux pas vexer les germanophones, du coup je ne vais pas essayer de les plaire. C'est du coup le début de l'internement en 1620. C'est ensuite découlé vers une création, bon là je fais des très gros raccourcis, mais ça a créé du coup, ça a découlé dans une création en 1556, donc 36 ans plus tard en Europe, de hôpital général. En gros, l'hôpital général, c'est un lieu qui accueille principalement les personnes sans travail ou les personnes pauvres, donc les mendiants de l'époque. Pourquoi ? Alors pourquoi est-ce qu'on a créé ceci ? C'est parce que Louis, je ne sais pas lequel, c'est Louis, c'est le petit roi Louis, a créé un décret pour les enfermer. Mais c'est pas lui qui a décidé ça tout seul, c'est aussi surtout les bourgeois, donc les riches de l'époque, qui se sont dit, putain, les pauvres, ils nous saoulent, ils font n'importe quoi, ils gâchent notre vie, c'est vraiment un manque à gagner les pauvres, sachant qu'il y a beaucoup de pauvres quand même, parce que à une certaine époque, à Paris, sur 100 000 habitants, il y avait plus de 30 000 pauvres, ce qui est quand même très gros. Suite à la guerre de 30 ans aussi, il y a eu des taxes qui ont augmenté, il y a eu énormément de destruction, de choses comme ça qui font que les gens n'avaient plus de travail, devenaient pauvres et ne savaient pas quoi faire. Du coup, il y a eu une très grande montée en puissance dans le chômage. Ces personnes, du coup, chômeurs, les bourgeois n'ont pas vu d'un bon oeil, ils se sont dit, au lieu de rester en liberté et de faire n'importe quoi, on va les enfermer pour que on leur donne à manger et à boire, et on leur donne un travail. Ils sont contents, ils ont à manger, à boire, ils risquent pas de mourir, mais du coup ils vont être enfermés. Du coup, l'enfermement va être en dualité avec le fait d'avoir des éléments de survie. Donc on va proposer aux gens, on t'enferme, mais tu as le droit de manger et de boire, ce qui est très attrayant pour celles et ceux qui n'ont pas les occasions. Du coup, on va proposer aux pauvres de les enfermer dedans, mais on va surtout aussi, au fur et à mesure, les obliger à les enfermer dedans. Donc cette volonté d'enfermement sont visés tous les oisifs. Les oisifs, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui n'a pas de travail ni d'occupation professionnelle, donc les chômeurs. Il est écrit dans le texte le mot chômeur, mais préférons pour l'examen le mot oisif, qui est un peu moins récent et qui a peut-être une signification différente du mot chômeur que comme on le sait aujourd'hui. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent entraver un ordre laborieux, donc l'ordre des bourgeois.
les bourgeois, ils souhaitent avoir des gens qui vont travailler et renforcer l'économie, donc ils vont enfermer les pauvres qui ne travaillent pas pour renforcer l'économie qui a pris un sacré coup suite aux guerres et aux combats qu'il a eu, plus la montée en puissance des bourgeois. Là-dedans, il y a eu une influence de l'Église. Et l'Église, et non pas que, il y a aussi, ça c'est un principe moral que tout le monde décrit, c'est l'oisiveté est mère de tous les vices. En gros, si tu ne travailles pas, t'es inactif, c'est-à-dire que t'es fainéant, donc t'es un pêcheur. On parle du pêcheur, on parle pas du mec qui prend les poissons, on parle du pêcheur, le mec qui pêche. Donc c'est-à-dire effectuer un péché de l'Église, de la Bible. Robert Castel a démontré que pour le tiers-état, le monde du travail au XVIIe siècle, dans les villes en pleine expansion, était organisé en métier ou en corporation. Donc, quand tu étais pauvre, que tu n'avais pas de travail, tu devais faire partie de métier ou de corporation. Donc soit l'individu faisait partie d'un métier, donc il devait alors se soumettre à des règles, et il bénéficiait en retour d'une protection. Ou soit l'individu ne faisait pas partie d'un métier, il était alors seul, démuni face aux régulations de police. Il risque alors d'être poursuivi par la police des pauvres et être mis au travail forcé. Alors la police, ça n'a pas la même définition de ce que nous, on sait de la police. C'est pour ça qu'il est très important de lire le document, que je puisse lire. Ah bah du coup voilà. La police est l'ensemble des mesures qui rendent le travail à la fois possible et nécessaire pour tous ceux qui ne sauraient pas vivre sans lui. Dans lui. C'est sans, mais j'écris dans, je suis navré. En gros, c'est l'administration qui protège, qui donne l'ordre de la cité, qui va au-delà des tâches sécuritaires, comme par exemple l'internement des gens, et qui aussi fait en sorte que les riches obligent les pauvres à travailler. Donc ça, c'est une affaire de police. C'est ça, la police. C'est pas les personnes uniquement qui protègent le monde. Du coup, la police comprend les disciplines des mœurs, donc contre l'oisiveté et le libertinage, donc contre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui ne font rien, la conservation de la santé, donc contre les affections et les épidémies, donc dans les hôpitaux généraux, bien notifié que ce n'est pas un lieu médical. L'hôpital général est un lieu de travail. Donc, les personnes qui ont besoin d'être médicalisées vont être mises de côté, surtout les personnes malades qui peuvent être épidémiques, on va les mettre de côté dans de vrais hôpitaux, dans ce cas-là. Ensuite, pour faire en sorte de l'assistance, donc c'est-à-dire grâce à l'organisation des hôpitaux pour les invalides, ça ce sont les vrais hôpitaux, et à la réglementation du travail pour les valides. Dès le XVIe siècle, il y a la répression du vagabondage, donc le XVIe siècle c'est l'époque de la réforme, de la contre-réforme de Luther, et de la mendicité, d'une part, de la mise au travail forcé de l'autre, deviennent des constantes dans les politiques nationales des pays européens, donc Allemagne, Pays-Bas, France, par exemple. Le socle de ces politiques, c'est l'obligation de travailler. Idéalement, il s'agit de faire fructifier l'économie de la nation. Fructifier l'économie de la nation, c'est surtout donner de l'argent aux bourgeois qui en ont de plus en plus et qui en ont besoin de plus en plus pour refaire l'économie de la nation. Et bourgeois qui sont soumis à l'État qui est Louis XIV, ou Louis XIII, je ne sais plus. Du coup, le roi, il s'entendait avec les bourgeois qui s'entendaient avec les pauvres pour faire de l'argent. Dans les faits, il s'agit surtout de conformer à un ordre social dominé par le travail. Donc l'ordre social, c'est ce qui détermine qui doit avoir une place dans la société. Donc rapport au travail, et encore aujourd'hui dans la société, c'est basé sur ce modèle-là, sauf qu'il y a bien plus d'emplois possibles qu'à l'époque. Donc, comme je vous l'ai dit, les bourgeois, à l'époque, ils voient la pauvreté et le fait de ne pas travailler d'un mauvais œil, et du coup, en association avec l'État, donc le roi, ils se disent que c'est très mauvais de ne pas travailler, et donc on veut que tout le monde travaille, et que pour contrôler que tout le monde travaille, on va les enfermer. On va les enfermer, on va les faire travailler. S'ils veulent, tant mieux, s'ils ne veulent pas, tant pis. S'ils veulent, ils sont donc des bons pauvres, s'ils ne veulent pas, ce sont donc des mauvais pauvres, mais ça, j'y reviendrai juste après. Et du coup, les hôpitaux généraux sont principalement des lieux de répression, comme écrit dans le texte, pour que les personnes soient contrôlées par l'État et que plus personne ne travaille pas. Et que donc, l'ordre social soit le travail. Et donc, les oisifs, donc ceux qui ne travaillent pas, soient mal vus. Et donc, se sentent obligés de travailler. Ça, je n'y reviendrai pas parce que c'est, selon vous, qu'est-ce que vous répondriez ? Ça, selon vous, qu'est-ce que vous répondriez ? Je n'ai aucune idée de quoi dire, donc, à mesure 21e ou 20e siècle, à quoi est-ce qu'on peut comparer le grand renfermement, mis en place au 17e ? J'ai aucune idée. J'ai pas assez de références géopolitiques ou historiques
pour dire ça. Où la valeur du travail est-elle toujours centrale à l'heure actuelle? Pourquoi comparer la situation d'aujourd'hui avec celle du XVIIe siècle? Alors là, la valeur du travail est toujours très importante, sauf que les oisifs ne sont pas enfermés, enchaînés dans des égouts à être obligés de travailler. Là, on les aide quand même. Donc là, on parlait d'associations de métiers, comme dit plus haut à la... que je descende à cette diapositive-ci. Donc la diapositive 14, on voit des corporations, donc ce sont des communautés de métiers. Donc j'ai été faire mes recherches, parce que l'image a été coupée. Donc ça, ce sont les maréchaux ferrants, par exemple, les boulangers, les tailleurs, les bouchers, les marchands d'épices et les menuisiers. Il y en a bien d'autres. Je pense qu'il y en a 21, si je dis pas de bêtises. Mais ce sont celles figurées sur l'image. Donc on voit les familles paysannes de l'époque. Du coup, j'aimerais avec vous reprendre certaines informations. Parce que la diapositive, ainsi que la note de cours, ne sont absolument pas nécessaires pour comprendre la complexité de l'hôpital général. Pourquoi? Parce que, pour celles et ceux qui ont eu la malchance, excusez-moi le terme, d'avoir cette question à leur examen, vous comprendrez que ça ne suffit pas. Donc, en vous référant au texte de Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, définissez et expliquez ce qu'était un hôpital général. Que visait cette structure? Quoi et comment est-elle mise en place? Quel rôle ont joué l'Église et l'État sujet? Je vous donc conseille de lire soit ce document, soit réellement le texte. Il y a beaucoup de lignes, mais c'est très facile à lire et plutôt espacé, donc il y a plus que ce qu'on ne le croit. Il y a moins que ce qu'on ne le croit, pardon. Voilà, paf, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne parle pas du fait que ce ne soit pas médical. Donc, on parle d'un hôpital qui sert à loger et nourrir ceux qui présentent d'eux-mêmes, tout comme ceux qui sont envoyés pour veiller à l'ordre général de ceux qui y sont, que tout le monde travaille. Donc on a ici confirmation que c'est Louis XIII qui a mis ça en place. Et ensuite, donc je vais vous expliquer qu'est-ce que l'État a fait. Donc l'État, c'est le roi et les bourgeois, surtout le roi, qui en avait marre des pauvres, qui les a mis de côté, qui a enfermé les gens pour qu'ils puissent travailler et que l'ordre social soit le travail, et que la valeur principale de la société soit le travail et l'ordre. Et du coup, on se demande dans la question, que fait l'Église? Eh bien, on n'en parle absolument pas dans les notes de cours et dans les dias, et l'Église en parle bien dans le texte, du coup je vous conseille vraiment de le lire. Bien que l'Église n'ait rien à voir avec sa mesure, ils sont pourtant pas étrangers. Donc l'Église réforme certaines institutions hospitalières, médicales, principalement les lépreuseries, et en font des hôpitaux généraux, parce que Vincent de Paul réorganise la plus ancienne léproserie de Paris, donc Saint-Lazare, pour y accueillir des personnes détenues par ordre de Sa Majesté. En gros, il fait le bon toutou du roi, et il décide de dire « Oh, bah comme le roi il veut faire ça, je vais faire ça ». Sauf que l'Église ainsi que les bourgeois n'ont pas les mêmes valeurs. L'Église, elle veut jouer rôle d'assistance. Comme vous le savez, les pauvres à l'époque, c'est une bénédiction, vu que la pauvreté, c'est comme le Christ qui était pauvre, donc être pauvre, c'était bien vu. Alors que pour les bourgeois, c'est très mal vu. Donc eux, ils se disent « Oh super, on va accueillir les pauvres, leur permettre de travailler, d'avoir le logis, le couvert, c'est trop cool. » Mais les bourgeois, quant à eux, leur but c'est « Ils nous font chier, on veut qu'ils travaillent, on va les faire travailler, rien à foutre de leur existence. » Enfin, leur existence est embêtante, du coup, paf, c'est un moyen de répression pour eux. Ce sont diverses visions de ce qu'est l'hôpital général qui vont chaque fois s'entremêler au sein même des hôpitaux généraux. Du coup, il y aura des hôpitaux généraux d'ordre privé, donc principalement les bourgeois ou l'État, ou même publics, et les hôpitaux généraux d'ordre religieux, donc qui vont plus vite viser l'assistance. Il y aura parfois dans les hôpitaux généraux des quartiers de force, mais ça je vous laisserai lire. Alors à quoi sert l'Église là-dedans? C'est que l'Église, du coup, elle a mis en service certains de ces corporations, si j'ose dire, donc des regroupements religieux, des congrégations, voilà. Il a mis au service des hôpitaux généraux, il a remis en service des anciennes léproseries qu'il a fait en sorte que ce soit des hôpitaux généraux, donc il s'est associé à l'État, alors qu'avant c'était des choses différentes, l'État et la religion, donc il s'est associé. Et aussi, comme je vous l'ai dit, la pauvreté était bien vue à l'époque.
Sauf qu'en fait, du coup, en s'associant avec les hôpitaux généraux, il y a le fait que les gens se disent « Ah, l'Église, elle est avec ceux qui enferment les pauvres et qui les voient mal. » Du coup, en fait, ils voient mal la pauvreté. Et c'est là qu'il y a dissociation de bons et de mauvais pauvres. L'Église, comme elle a pris parti du monde chrétien de la misère, alors avant ça sanctifiait les pauvres et appréciait la pauvreté, alors que là pas du tout, c'est très mal vu. D'un côté, du coup, l'Église confond les bons pauvres, donc la région du bien, la pauvreté soumise et conforme à l'ordre qu'on lui propose, donc ceux qui sont pauvres, qui le savent et qui se disent « je dois travailler parce que on me le demande et c'est bien vu, donc j'ai envie de travailler pour être apprécié ». Donc ceux-là, ils acceptent l'internement, ils trouvent le repos, ils sont donc sanctifiés et bénis de la part de Jésus-Christ et donc de l'Église. De l'autre, on parle de la région du mal, la pauvreté insoumise qui cherche à échapper à cet ordre, donc les mauvais pauvres, qui sont donc considérés comme des démons qui méritent leur internement. Là, on parle de La mendicité abolie, donc c'est un ouvrage de 1693, que je vous laisserai lire, qui compare les mauvais pauvres comme des gens qui sont pour la gloire de Satan, et les bons pauvres comme des gens patients, humbles, modestes, etc. Donc, t'es soumis, c'est bien vu, t'es insoumis, c'est mal vu. Que vous saurez-je dire de plus? J'espère que, en lisant ce document, je ne vais pas m'amuser à tout expliquer, vous saurez répondre à cette question qui est réellement une question qui était dans un des questionnaires de juin 2022. Du coup, je vous laisserai lire la question, je vous laisserai faire le travail de votre part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il faudra peut-être un peu, du coup, lire par vous-même et travailler par vous-même. J'en suis navré. J'ai un petit peu balbutié et j'ai un petit peu hésité quoi dire, quoi faire, vu qu'il y a plusieurs informations qui se confondent entre les documents. Comme très déçu que les notes de cours ne parlent pas du rapport avec l'Église, alors que c'est demandé de la question. Enfin bref, le cours est à refaire et à revoir, on le sait tous. Je vous souhaite bon travail, bon amusement, et on se retrouve pour la prochaine dia, du coup, qui commence au XVIIIe siècle. Bon amusement, bon travail.